Donc, bonjour tout le monde et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette présentation de projet de détection de fraude avec Neo4j. Et merci aussi à Neo4j de nous permettre de venir témoigner de notre retour d'expérience aujourd'hui. Donc moi je suis Martin Chubenel, ingénieur fraude chez Floa et je suis accompagné de Fabien Rouget, pardon, côté lead technique sur le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, le projet d'aujourd'hui, on nous a posé des questions ce matin. Non, ce n'est pas un projet à base d'IA, même si c'est un mot qu'on aime bien entendre aujourd'hui. On va vous parler de sciences des données orientées graphes appliquées au domaine de la lutte contre la fraude. Mais avant de commencer sur la partie graphe, quelques petits mots sur Floa. Floa, qui sommes-nous? Nous sommes une fintech filiale du groupe BNP Paribas, spécialisée dans les facilités de paiement notamment, avec une forte expertise dans les métiers du risque, de la fraude, on va vous en parler un peu aujourd'hui, et aussi de l'expérience client. On tient beaucoup à offrir à nos clients une expérience la plus fluide et la plus réussie possible, tout en ayant aussi de fortes attentes en termes on a dit, de détection de prévention des risques, détection de la fraude, etc. Et tout ça en offrant un parcours très fluide, donc avec des contraintes de temps réel. Ici, on vous a remis quelques petits indicateurs de contexte sur aussi le monde de la fraude dans l'univers du Buy Now Pay Later. Donc, Buy Now Pay Later étant pour les paiements en plusieurs fois, c'est notre secteur d'activité notamment sur la partie Floa Pay. Et en fait, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a comme enjeu? On a donc des parcours avec de fortes contraintes business qui sont des attentes en fait de nos clients et de nos commerciaux sur le fait de fournir un scoring en temps réel, aussi à répondre à des enjeux de scalabilité, car on est sur un chiffre d'affaires croissant, et comme vous voyez sur les chiffres, on est aussi en train de se déployer sur plusieurs pays en Europe. Aujourd'hui, alors on se parle, on est déjà à 7 pays européens. Et côté fraudeur, on est aussi face à des fraudeurs de plus en plus nombreux et de plus en plus organisés. Alors nombreux, on a constaté environ entre 25 et 30% d'augmentation des nombres d'attaques frauduleuses qu'on subit chez Floa par an. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la courbe qui est loin d'être linéaire. Et enfin, en termes de professionnalisation, on a aussi des fraudeurs qui sont de plus en plus ingénieux. On n'est plus sur les petits loups solitaires qu'on avait il y a quelques années. On est vraiment sur des gens qui se lèvent le matin de manière organisée, avec des outils de plus en plus professionnels, qui combinent aussi bien l'ingénierie sociale avec tout ce qui va être campagne de phishing, que des nouvelles technologies. Donc là, on a mis quelques petites... vous retrouvez peut-être des actualités récentes, une petite vignette sur le data leak qu'on a eu en mars sur France Travail, avec plus de 20 ans de data qui ont été dérobés et qu'on va sûrement retrouver demain dans nos parcours. Et ici, une petite capture sur des deepfakes générés par des outils d'IA générative qui sont aussi utilisés sur des parcours, ici plutôt sur des outils qu'on appelle le face match. Donc voilà pour le contexte. Et ensuite, pour revenir à Neo4j, à notre projet BaseGraph, de par nos premiers échanges avec Neo4j, en fait, on a pu se poser les questions, un peu comme le petit prince de Saint-Exupéry disait dessine-moi un mouton. Nous, c'est un peu dessine-moi un fraudeur. À quoi ressemblera un fraudeur si on devait le peupler? Et c'est pas tellement une histoire d'enrichir les données qu'on a avec de nouvelles données, mais plutôt mieux exploiter les données qu'on a actuellement. Donc ici, on a ce qu'on appelle le modèle de données, ou en anglais data model. On l'a mis en version simplifiée pour le projet. Et comme vous le voyez, en fait, c'est un graphe. Et ce graphe, pour ceux qui ne sont pas encore très connaisseurs sur les graphes, c'est tout simplement composé de nœuds et de relations. Donc nous, pour le projet de lutte contre la fraude, on a choisi de mettre deux nœuds centraux, le client et l'objet du financement, donc on appelle demande de crédit, c'est là où les sous sont en jeu. Et enfin, on a des relations qui relient notamment le client, on voit qu'il possède un certain nombre d'attributs, un numéro de téléphone, un email, une adresse postale, une carte de crédit, etc., etc. Donc là, une fois qu'on a dessiné un client, rien ne nous empêche de dessiner deux clients. Et comme nous, on chasse la fraude, on a bien chassé parmi un terrain qui est plutôt propice à la fraude, qui sont les impayés. On sait que les fraudeurs, par défaut, par définition, ils n'aiment pas tellement nous payer. Et donc, on va notamment aller vérifier, ici par exemple, pourquoi pas un client A et un client B, qui sont tombés en impayés. On les a modélisés avec notre data model. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on introduit de plus en plus de données, là on en a mis 3, donc 3 clients, il se trouve que par des infos de notre expertise métier et des fois avec des sources tierces, on peut détecter donc des fraudes. Et notamment, là, si on prend cet exemple, un client C qu'on a matérialisé en rouge, qui serait frauduleux, on peut voir que
par la nature des données connectées, donc grâce à Neo4j, on peut détecter des liens. Ici, on voit que le client A et C sont reliés par un email et un téléphone, et le client B par une machine. Et tout l'enjeu de ce projet va être de réussir à détecter donc, des fraudes, déjà parmi nos outils existants, mais surtout de pouvoir extraire du graphe des connaissances supplémentaires, des déductions qui vont nous permettre de, ici par exemple, pourquoi pas, déduire des relations de similarité sur ces 3 clients en étendant la fraude en disant que finalement, de par la nature des liens qui les relient, les clients A et B sont peut-être aussi suspicieux en termes de fraude. Et enfin, pour finir de poser un peu le cadre, le contexte de ce projet, c'est très intéressant de pouvoir compter les morts et détecter plus de fraudes, ça c'est chouette. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir prévenir la nouvelle fraude demain qui va arriver. Et là, on vous a montré donc nos fameux 3 petits clients, et on en a mis 2 autres, un client D et un client E, qui viennent s'agréger. Donc c'est des clients qui viennent aujourd'hui. On vous les présente, vous êtes analyste fraude, vous devez les accepter ou les refuser. Et de même, avec les données graphes, on va être capable d'évaluer à travers des modèles de scoring une décision. Ici, par exemple, s'ils partagent la même carte de crédit, on a mis le lien en rouge parce qu'on sait que c'est un lien plutôt fort. On va peut-être avoir plutôt tendance à vouloir rejeter le client D s'il est rattaché à de la fraude. Et pour le nouveau client E, ça peut dépendre. Là, on voit que c'est un lien adresse IP. L'adresse IP, je pense que vous savez, ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis pour la vie. Elles sont redistribuées, notamment par des DNS, ce qui fait que ça dépend d'autres facteurs. On peut évaluer d'autres facteurs du graphe, d'autres facteurs qui sont dans les propriétés des nœuds, donc c'est des attributs complémentaires. On peut même évaluer ça avec d'autres dimensions, notamment là pour l'IP. Ce qui est très intéressant, c'est de dire est-ce que c'est la même IP qui a été vue le même jour, sur 6 mois, sur 1 an. Selon la réponse, ce ne sera pas forcément la même décision qu'on prendra ici. Et donc voilà, les questions qu'on se pose dans le projet au départ, c'est de par ce projet graph, est-ce qu'on va accepter le client D, est-ce qu'on va accepter le client E? Donc on a ces doubles enjeux, détecter la fraude et arrêter d'en subir dans le futur. Donc maintenant que j'ai posé un peu le cadre, je vais laisser Fabien nous présenter la partie applicative d'ingestion qui va nous servir à peupler tout ce modèle de données à partir de nos données parcours en temps réel. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Fabien Rouget. Comme l'a dit Martin tout à l'heure, je suis leader technique sur la partie applicative qui va permettre la récolte et l'ingestion des données dans notre base graph. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on ingère toutes ces données et comment on les traite pour les formaliser. Et pour ceci, je suis parti sur un exemple avec un modèle encore beaucoup plus simple pour justement simplifier un petit peu mes explications. Donc on voit toujours pareil les D00 quelque chose qui sont des demandes de crédit, on garde sur le même système, qui sont reliées à différentes infos du client, comme son adresse email, son identité, son adresse ou son adresse IP. On voit notamment ici qu'on a plusieurs demandes de crédit qui sont reliées à plusieurs identités, mais qui partagent potentiellement les mêmes adresses IP. Donc, au final, une application d'ingestion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère des données en entrée, et elle ne fait qu'écrire de requêtes, générer des requêtes. Dans le cas de la base Neo4j, on utilise le langage Cypher. Au même titre qu'on utiliserait le SQL sur une base relationnelle Postgre ou MySQL, on utilise le Cypher pour requêter et écrire dans Neo4j. Si on prend un petit exemple rapide d'à quoi ressemble du Cypher, parce que c'est tout l'objectif derrière, c'est de le générer correctement, vous allez avoir ici une petite requête de sélection. Donc les parenthèses que vous avez de chaque côté correspondent systématiquement à un nœud. Un nœud est représenté par des parenthèses. Une relation, elle, est représentée par des crochets. Si je traduis rapidement cette requête, on va demander une demande de crédit avec un filtre sur le numéro de dossier que vous avez ici, qui est relié à n'importe quel autre nœud, étant donné qu'il n'y a pas de filtre. On récupère le tout. Vous avez également des opérateurs de filtre, de limite, de skip, d'order derrière, comme n'importe quel langage de requête. Et on se retrouve bien avec un résultat, avec ma demande de crédit et tous les nœuds qui lui sont associés. Si on revient sur le modèle que vous avez tout à l'heure, pour la création, on a tout simplement des opérations de create avec le même formalisme. La seule différence, c'est que le filtrage se transforme en données ici, et la création des relations à l'aide des variables qui ont été définies ici, en amont. Enfin, une mise à jour se fait à partir de l'identification d'un nœud. Dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier, car vous pouvez voir qu'on va filtrer sur une identité, mais qu'on va chercher à récupérer l'adresse associée à cette identité, et que c'est bien l'adresse qu'on va mettre à jour dans ce cas-là. Ceci est le Cypher, et c'est justement tout l'objectif d'avoir une génération auto
de ces différents types de requêtes pour pouvoir alimenter notre base. Donc ce que je vais vous présenter derrière, c'est la solution qu'on a à l'heure actuelle en prod. Elle a évolué au fil des temps, notamment au fil de la dernière année. On a fait beaucoup d'erreurs, donc c'est une version qui est incrémentale. Et il y a même des erreurs de débutants qu'on a fait, parce qu'on partait sur une nouvelle techno, quelque chose de moins maîtrisé, et forcément, il y a eu des couacs. Donc je le rappelle, mais comme toute BDD, pensez à bulker les opérations. Au début, on faisait de l'unitaire, et ça s'est très mal passé, vous vous en doutez. On s'était aussi toutes les propriétés en cas de mise à jour, sans se poser la question, c'est est-ce qu'on avait besoin réellement d'écraser la propriété d'un nœud en question, le nom d'une identité, son adresse ou compagnie. Vérifier, ça va ensemble, mais vérifier la présence de ce qui est déjà en base avant pour ne pas faire de l'écrasement massif. Et le dernier objectif, c'est quelque chose qu'on a eu besoin récemment, mais c'est d'avoir une modélisation qui est souple, étant donné qu'on va avoir, je vais y revenir après, mais beaucoup de spécifiques en entrant, étant donné qu'on a des sources de données qui sont très différentes et très hétéroclites, mais avoir un corps commun, maintenable, et qui représente la plus grosse part du travail. Donc pour ceci, je vais vous présenter un petit peu l'architecture logicielle de notre application d'ingestion. Donc on va y revenir plus en détail sur chaque partie, mais comme vous pouvez le voir, on a énormément de sources différentes. Ça peut être des requêtes d'API en entrée, ça peut être du messaging, ça peut être un format spécifique dans un certain cas, des formats différents dans d'autres. On n'a aucune limite sur cette partie-là. On a une deuxième couche de handler, justement pour gérer toute cette partie spécifique. Et enfin, un tronc commun pour la suite, qui nous permet d'avoir vraiment le corps de notre fonctionnalité de manière commune, peu importe l'entrée. Donc, si je prends un petit exemple, on voit que là, c'est une requête d'API que je reçois en entrée. Donc ça, ce sont des informations qui pourraient nourrir le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. On voit bien que la structure n'est pas déterminée. Elle ressemble à ça ici, mais elle pourrait ressembler à autre chose sur une autre requête. Même chose pour le naming. Et même au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'une requête 1 alimente certains nœuds et une partie concrète de notre modèle qu'une requête 2 va alimenter les mêmes nœuds. C'est-à-dire qu'une requête 2 peut très bien mettre à jour un nœud adresse qui sera alimenté par la requête 1, mais ne pas toucher à l'identité ou quoi que ce soit. Donc on a réellement des fusions entre les parties du modèle qui sont utilisées en fonction de nos sources de données. Donc, comment on a modélisé ça? Eh bien, très simplement, on a essayé de faire le plus générique possible. On a une classe baseNode qui contient notamment la liste via un dictionnaire pour le nom de toutes les propriétés de notre nœud en question. Une adresse possède une ville, une rue, un numéro, un code postal, et ainsi de suite. À partir de là, on a également nos unique keys, qui sont vraiment notre clé d'unicité en base pour retrouver les nœuds déjà présents et permettre les éventuelles mises à jour. Et après, des informations plus techniques qui nous permettent de savoir si nous sommes en mode création, en mode mise à jour, en mode lecture seule, car ça peut arriver aussi, et ainsi de suite. Si je reprends l'exemple de mon nœud identité, donc ici on voit qu'on a un constructeur en entrée, théoriquement, et donc je ne l'ai pas montré dans mon exemple, mais on a un constructeur différent par source de données qui doit manipuler ce type de nœud. Donc là, on a bien un input request en entrée, défini par ces unique keys, et c'est ici que tout le mapping va se faire entre les informations en entrée de ma requête et les données qui vont être réellement modifiées sur mon modèle. Peut-être que pour une input request 2, je n'aurai que les 3 premiers éléments ici, ou peut-être que j'en aurai beaucoup plus. C'est vraiment le mapping. La transformation, on le voit ici avec un convert helper dans ce cas-là, est également faite à ce niveau-là pour éventuellement rationaliser la donnée. Même chose pour les relations, rien de particulier. La seule différence, c'est que la relation porte son nœud de départ et son nœud d'arrivée. Une relation s'effectuant forcément entre deux nœuds. Donc si on vient à cette couche spécifique, tout l'intérêt de nos handlers, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de définir quelle partie du modèle on va vouloir travailler en fonction de notre source d'entrée. Le modèle va définir à un instant T qu'est-ce qu'on veut mettre à jour, qu'est-ce que l'on veut créer et qu'est-ce que l'on ne veut pas toucher. Ce n'est pas parce que je reçois de la donnée sur cette source que je veux forcément aussi l'exploiter dans mon modèle derrière. Donc chaque handler fonctionne de la même manière, reçoit sa request et construit les différents nœuds que nous avons identifiés et que j'ai montré tout à l'heure grâce au constructeur que vous avez ici. La liste de nœuds qui sont à créer ou à mettre à jour ou du moins à exploiter par la suite sont stockés
Et nous faisons exactement la même chose pour les relations. Évidemment, de la même manière qu'on avait un constructeur par source de données en entrée, on va avoir un handler par source de données. C'est son seul rôle. Tout le reste se fait de manière commune à partir de cette fameuse liste de nœuds et liste de relations. Donc on arrive justement à la deuxième partie, ce que nous on a appelé notre Neo4j service. On a fait très compliqué comme naming. Et donc c'est lui où vraiment toute la magie s'opère en quelque sorte. Et son fonctionnement est très simple. Il va instancier un builder. Ce builder, il est construit de manière incrémentale au fur et à mesure que notre algorithme travaille. C'est lui qui va contenir ligne à ligne chacune des instructions Cypher que l'on va vouloir appliquer à la base et qui ne s'exécutera qu'à la fin, une fois qu'on aura fini de traiter l'intégralité des données qu'on a reçues. Donc notre première étape... Mauvais bouton. Notre première étape, c'est de récupérer tous les nœuds que on a en base. Tout simplement pour savoir si effectivement on va être sur de la création de la mise à jour. Une fois que nos nœuds sont récupérés en base, pour chacun des nœuds que l'on a récupérés à partir de notre source de données, notre objectif est simple et c'est de générer une requête d'écriture dans notre builder. Je reviendrai plus en détail sur comment on fait. La deuxième étape fonctionne exactement de la même manière, mais pour les relations. Enfin, la dernière étape, si on a au moins un nœud qui est à créer ou à mettre à jour ou une relation qui est à créer, ça veut dire que l'on doit appliquer notre opération Cypher et donc on appelle notre repository pour écriture en base de données. Si je reviens un peu plus en détail sur le generate_line_not_query, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il reçoit le nœud issu de notre source de données, le nœud qui est déjà présent en base. Si le nœud n'est pas présent en base, alors on part sur un create. Sinon, ça veut dire que le nœud existe déjà en base. Et en fonction de notre configuration, je n'ai pas montré d'exemple en read-only ou pas, si on ne veut pas exploiter les données pour la source de données, mais éventuellement utiliser ce nœud pour identifier un autre comme l'exemple précédent. Simplement rajouter un optional match ou rajouter l'optional match et le set pour faire les mises à jour. Même chose pour les relations, rien de particulier. Les deux optional match pour récupérer les deux nœuds à nos deux extrémités et la création de notre relation au milieu. Les optional match sont dédoublonnés plus tard. Décidément, mauvais bouton encore. Tous nos services, de cette manière, on l'a vu, reposent sur des builders. C'est vraiment le builder qui, en prenant l'instance de notre nœud ou notre relation en entrée, va se charger de transformer la donnée en requête Cypher. Donc si on fait un petit focus sur cette partie-là, comment fonctionne notre builder? Alors je n'ai pas montré le code, juste les signatures, mais il va avoir plusieurs propriétés. Donc c'est un simple builder de requête au final, on peut le retrouver sur du SQL ou n'importe quoi. C'est juste qu'on l'a adapté ici pour faire du Cypher, mais un dictionnaire d'optional match et des listes pour les instructions create, set, return nodes et return relationship. Et donc les méthodes que vous voyez tout à l'heure ici, qu'on appelle, sont des méthodes qui vont alimenter les listes que vous avez ici, en prenant à partir du node l'instruction Cypher correspondante, la générant et l'ajouter à la liste que vous avez ici. La seule petite particularité est le set. Vous pouvez voir qu'il prend le nœud issu de la source de données et le nœud qui est déjà en base, et c'est lui qui va avoir la logique applicative de faire la comparaison entre les deux pour ne placer des sets que sur les propriétés de notre nœud qui sont réellement à modifier. C'est justement ce qu'on a rajouté récemment dans l'un des problèmes que j'avais évoqués pour soulager les écritures. Enfin, vous avez des requêtes qui sont différentes ici, qui permettent de générer l'ensemble, des méthodes qui permettent de générer la requête d'ensemble, soit de lecture, soit d'écriture, en fonction du besoin. Voilà, j'avais mis un petit exemple pour la génération de l'écriture. On va commencer par tous les optional match, donc tout ce qui est déjà en base. Ensuite, tous les create, et ensuite tous les sets. Si je prends un exemple, donc dans ce cas-là, on voit que pour la requête que je viens de recevoir, l'adresse IP, l'identité et l'adresse postale du client étaient déjà en base. Donc on s'est contenté de les retrouver. Ensuite, nous avions une nouvelle demande de crédit et une nouvelle adresse email associée. Donc nous avons bien créé les nœuds correspondants. Nous avons créé les relations, toutes les relations de notre demande de crédit vers les différents autres nœuds, qu'ils soient présents en base ou qu'ils soient à créer. Et les différentes relations entre intermédiaires qui ne sont pas reliés directement à la demande de crédit. Étant donné que nous avons créé le nœud adresse email ici, le nœud adresse email doit bien être lié au nœud d'identité qui était déjà en base. En revanche,
Le modèle précise que l'on doit avoir une relation entre une identité et notre adresse. Les deux étant déjà en base, il n'y a pas besoin de la recréer. Et enfin, les mises à jour, donc dans ce cas-là, sur le pays pour notre nœud adresse. De manière générale, alors on a toujours des choses à améliorer, mais on est quand même sur une solution qui actuellement fonctionne bien. On en est plutôt satisfait. Les performances sont bonnes, les taux d'erreur sont relativement faibles, et on est sur quelque chose de relativement stable et d'exploitable. On tourne actuellement à 200 événements par minute sur notre applicatif d'ingestion, sachant que ça ne représente qu'une petite part des produits Floa. On est encore en phase d'ouverture sur le reste des produits qui sont disponibles. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on exécute une requête de lecture pour les nœuds, une requête de lecture pour les relations et une requête d'écriture à chaque événement en entrée, ce qui représente 600 transactions sur notre cluster Neo4j chaque minute. Notre cluster Neo4j, on utilise 3 nœuds chauds. On a également des nœuds froids pour la réplication, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc, en termes de ressources, vous pouvez voir qu'on est encore très très bas et qu'on en a encore vraiment sous le coude et qu'on peut se permettre un scaling en termes de trafic sans avoir besoin de toucher à notre infra pour l'instant. Les 23 sur les 126, ici en plus, c'est la VM qui tourne toute seule. La consommation n'est pas spécialement liée à notre ingestion. Donc voilà, je vous ai présenté la partie ingestion. Tout l'objectif, c'est de justement rendre disponibles les données. Mais une fois qu'elles sont disponibles, il y a un deuxième travail qui se lance, c'est leur analyse, leur interprétation, pour justement en faire quelque chose de concret. Et là, je vais laisser Matin reprendre la main. Merci. Merci Fabien. Comme disait Fabien, on a vu la partie ingestion, notamment dans le contexte de ingestion à chaud pour nos flux de produits Floa AP, notamment Floa, parmi nos produits Floa. Si on redézoome un peu sur le projet, on a déjà exposé en introduction le modèle de données. C'était les exemples avec nos mini-graphes. Fabien nous a parlé de la pipeline d'ingestion, donc c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement comment est-ce qu'on exploite ces données. Dans un projet de base graph pour la détection de fraude, naturellement, on va très vite parler de résolution d'entités. Résolution d'entités, qu'est-ce que ça veut dire? C'est typiquement faire de la réconciliation. Ça peut être fait de plusieurs manières différentes. On fait de la résolution directe. Ça peut être, comme dans le cas précédent qu'on avait vu, un client qui vient sur un parcours, un second qui vient avec un élément commun. Ça peut être par exemple une machine. On va déduire que ces deux clients, même s'ils sont bien distincts, on va les considérer comme similaires. Et donc on va commencer à faire des déductions, en anglais les inferences. Et donc ça, c'est ce qu'on peut faire de manière directe, nativement avec le graphe. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de faire ça de manière indirecte. Alors là, c'est aussi lié à la nature de nos produits, mais il se trouve que sur un parcours Floa AP, notamment, un de nos produits chez Floa, on a très peu de contrôle dans tout ce qu'on appelle les KYC. Et par exemple, sur l'adresse postale, on peut très bien se retrouver avec un client qui vient avec une adresse qui serait 3 rue du Mirail et un deuxième client qui serait 31B rue du Mirail, mais avec une autre écriture. Et tout l'intérêt de notre métier de lutte contre la fraude, ça va être de réussir à intercepter des signaux faibles et à les convertir, à les faire coïncider pour en créer un signal fort qui sera intelligible et surtout actionnable sur des actions métier fraude. Et donc là, ça va être par exemple de faire de l'entity résolution indirecte à travers de la sémantique qu'on va rapprocher. Mais on peut faire ça avec aussi d'autres algorithmes. On parle par exemple ici de, vous connaissez peut-être Jarrow-Winkler, Sorensen-Dice, quelques algorithmes utilisés pour le rapprochement sémantique et aussi phonétique parfois. Donc une fois qu'on a consolidé notre graphe avec de l'entity résolution, nous, en termes de lutte contre la fraude, on sait qu'on a affaire à des gens, comme on disait en introduction, plutôt bien armés et surtout organisés. Et qui dit organisé, on sait qu'il y a forcément des réseaux. On parle en anglais de fraud ring. Donc on sait qu'en fait, ils vont être matérialisés sous forme de communauté. Donc c'est là qu'on va passer à la partie de détection de communauté. En langage anglais, en data science, on parle souvent de clustering. Donc c'est vraiment essayer de regrouper des nœuds dans le graphe qui sont très connexes entre eux. Et ici, vous avez quelques petites captures de nœuds, donc de communautés, dans nos données de production, avec un exemple de clients sains, des fraudeurs qu'on a mis en rouge, et des clients un peu risqués qui ont une topologie un petit peu différente. Et naturellement, dans un projet graph, en suivant tout ce qui va être algorithme, data science, sur les données orientées graph, on va très vite aller sur une partie très intéressante aussi, qui est l'aboutissement du projet avec la partie prédictive. Donc quand on parle de prédiction,
on va surtout parler d'extraire des données du graphe. On parle souvent de features ou de caractéristiques du graphe. On peut aussi commencer à faire ce qu'on appelle des projections de graphes, ou en anglais les embeddings, qu'on va commencer à insérer dans des modèles de machine learning pour justement aboutir à un entraînement de modèles prédictifs. Là-dessus, en fait, concrètement, en français, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à partir de notre graphe de connaissances, être capable de voir un nouvel individu et de prédire quel sera le lien qui va se former avant même qu'il arrive, et donc faire de la prédiction de fraude. Donc ça, c'est tout l'enjeu du projet. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On est en production sur la partie 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la détection de communauté. Ça nous attend, mais ça fait partie des opportunités sur lesquelles on souhaite aller très rapidement. Et enfin aussi, quelques mots, on pourra en reparler s'il y a des questions là-dessus, mais les bases graphes, et notamment les graphes de connaissances, ou en anglais knowledge graph, sont un très bon terreau, très fertile, pour développer tout ce qui va être des applications Gen AI. Donc on avait dit qu'on ne parlerait pas trop d'IA, mais il y en a un tout petit peu ici. S'il y a des intéressés, on pourra répondre là-dessus. Notamment, pourquoi pas, sur des applications RAG qu'on souhaite déployer sur ce modèle de détection de fraude. Donc voilà, ça c'était pour l'overview du projet. Et ensuite, ici, on a parlé des graphes, notamment pour la détection de fraude avec le modèle là qu'on vous avez vu en introduction. Mais quand on met ses lunettes pour voir des graphes, une fois qu'on les a mises, on peut les voir un peu partout, les graphes, dans la vie, notamment dans la vie d'entreprise. Et ici, je vous ai remis juste pour information quelques autres graphes qui sont sous-jacents, qu'on a tous en tête dans nos organisations. Ici, par exemple, chez Floa, on sait qu'un dossier, une fois qu'il est financé, il peut tomber en impayé. Il peut tomber aussi en fraude, en étant détecté comme frauduleux. Il peut être impayé, passé en perte, recouvré, etc. De même, un dossier peut concerner un produit particulier. Chez Floa, on a plusieurs types de produits. On a des crédits courts, des crédits longs, des produits d'assurance. Et donc tous ces graphes ne sont pas incompatibles. On peut tout à fait fédérer des graphes et commencer à construire des graphes de connaissances qui peuvent justement aboutir à une sorte d'omniscience sur nos datas et surtout de permettre de beaucoup mieux les exploiter. Et enfin, on va vous faire une petite démo sur la partie notamment détection de communauté à travers l'analyse, à travers un exemple d'analyse fraude sur un réseau frauduleux sur un de nos produits de carte bancaire Floa. Je vais juste switcher d'écran. Donc ici, on se retrouve dans l'interface Bloom de Neo4j. Donc je suis analyste fraude et j'ai une alerte sur une communauté, comme on l'appelle, qui est suspicieuse. Cette communauté, elle m'est remontée avec un numéro. Donc à partir d'une requête dans Bloom, je vais être capable d'attraper cette communauté et de l'afficher. C'est la communauté numéro 174. Et ici, on voit un graphe apparaître sur l'écran. Si je dézoome un tout petit peu, on voit qu'on a plusieurs nœuds. On retrouve un peu l'idée du modèle de données présenté en introduction, avec notamment en rouge les fraudes qu'on connaît déjà, et en gris des demandes de financement qui, pour l'instant, ne sont pas connues comme frauduleuses, mais de par la nature de ce qui les rapproche dans le graphe, on peut commencer à suspecter qu'elles sont peut-être frauduleuses ou même carrément frauduleuses. Typiquement, là, si on essaie de comprendre comment est-ce qu'elles sont rattachées, on voit qu'ici, on a un device, donc une machine, qui rattache deux demandes frauduleuses à une demande, pour l'instant pas encore connue comme frauduleuse. Ici, c'est un numéro de téléphone qui relie 3 fraudes entre elles. Et ici, on voit des nœuds adresse postale. Donc, ici, on a les données hachées, mais on a donc une adresse postale qui permet de faire le lien entre toutes ces demandes. Et la beauté du graphe est aussi tout l'intérêt de bien travailler le modèle de données sous-jacent. Ça va être que si je suis analyste fraude et qu'on me présente ce graphe, je peux déjà mieux comprendre le mode opératoire des fraudeurs. Mais si on me demande par exemple de dresser un bilan d'impact financier de cette attaque frauduleuse, on peut très rapidement être capable d'apporter des réponses. Donc, typiquement, ce que je vais faire, c'est sélectionner mes demandes de financement dans le graphe avec une action qu'on appelle en anglais d'expand, donc étendre les relations. On va venir afficher tous les autres nœuds du graphe qui n'étaient pas présents ici dans la première visualisation. On voit notamment des nœuds qui n'étaient pas connectants entre des demandes entre elles. Et là, si je zoome un peu, on va voir les pictogrammes arriver. Et on va retrouver notamment, on évoquait en introduction de la démo, qu'on parle de carte bancaire Floa. Donc ici, on retrouve deux nœuds en bleu clair ici, qui sont des cartes bancaires potentiellement compromises, si elles appartiennent vraiment à ce réseau frauduleux. Et
toute la beauté du modèle de données, c'est aussi qu'à travers nos cartes bancaires qu'on a émis en tant qu'établissement financier, on va pouvoir voir les transactions qui sont faites auprès des marchands. Donc là, de la même manière qu'on a étendu les relations à partir des graphes, on va étendre les transactions réalisées par nos données cartes bancaires. Donc ici, vont arriver. Et là, on voit apparaître tout un tas de petits nœuds avec des symboles euros qui représentent des transactions. Parmi les propriétés, on a notamment les montants. On peut savoir le montant de la transaction. Et moi, en tant qu'analyste fraude, les montants, c'est intéressant de savoir combien est-ce que le client a dépensé avec nos cartes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est peut-être de confirmer ou non mes suspicions en fonction des lieux de consommation, donc des endpoints de consommation de chaque transaction. Et donc là, on peut de même sélectionner nos transactions et révéler les marchands ou les terminaux qui ont été les lieux de consommation de chaque transaction. Quand on dit terminaux, on entend donc ça peut être un achat sur un site web, ça peut être un achat en terminal dans un point de vente ou un magasin physique, ou même aussi un retrait dans un automate dans ce qu'on appelle les DAP. Et ici, donc, on voit les nouveaux petits nœuds qui sont des nœuds marchands. Là. Ce sont ceux-là qui nous intéressent pour la fin de l'étude. Donc là, encore une fois, désolé, les données sont hachées, mais je peux vous en parler un petit peu. Ici, on voit d'abord, on a les groupes MCC qui sont un témoin qui nous donne un petit peu d'indication sur le secteur d'activité du marchand dans lequel il évolue. Donc ici, on voit que notre réseau frauduleux a fait des opérations sur un marchand qui vend apparemment des tickets de parking. Ici, on retrouve un groupe MCC qui est la recharge téléphonique. Alors nous, tout de suite, en tant qu'analyste fraude, ça doit nous faire tilt parce qu'on sait que nos fraudeurs sont très friands de cartes prépayées ou en tout cas de modes de paiement, de recharge plutôt de ce type-là. Si on avait le nom de l'enseigne là ici qui est haché, vous auriez encore moins de doutes. Et on peut encore plus aller vérifier d'autres marchands. Là, on voit services digitaux. Alors services digitaux, c'est très large. Là, je peux vous dire que le nom du marchand non haché, c'est un marchand très connu sur Internet, notamment pour faire ce qu'on appelle du bypass de device fingerprinting. Donc, en français, ça veut dire faire croire à une machine que votre machine change à chaque fois qu'elle est révélée sur un parcours. Donc, ça permet notamment à des fraudeurs, avec un seul PC, de venir faire de multiples tentatives en déjouant vos règles de vélocité, notamment sur les device fingerprint. Donc, c'est encore un logiciel très apprécié de nos fraudeurs. Et enfin, celui-là, je tairai le nom, mais quand on voit le groupe MCC, c'est plutôt révélateur. Et c'est un site internet français très connu pour les accessoires de chasse et pêche. Donc voilà. Et donc, si je suis analyste fraude et que j'ai mené déjà avec mon profil qui n'est pas forcément un profil technique, on voit que là, en termes de requêtage, à part écrire le numéro de la communauté dans la barre de recherche, je n'ai pas fait grand-chose. Avec mon expertise métier, je suis capable, donc, avec Neo4j, de mener à bien une analyse très approfondie en un temps plutôt record, qui surtout, dans un setup actuel, dans une procédure traditionnelle, aurait pris un temps phénoménal et surtout m'aurait obligé, j'aurais dû passer par un nombre d'outils assez phénoménal aussi, tout en ayant des soucis peut-être d'interfaçage entre les outils. Donc voilà, c'était tout pour la démo. Je repasse sur la présentation pour terminer sur la conclusion. Donc pour terminer sur le déploiement de notre projet, on a une stratégie de déploiement qui se fait en deux phases. On a une phase de détection à chaud avec une décision en temps réel. C'est ce qu'on évoquait au début avec notamment l'applicatif d'ingestion qui est designé et qui nous permet de faire du scoring en temps réel. Et on a aussi un volet d'analyse à froid. Pourquoi est-ce qu'on a voulu garder ce volet d'analyse à froid? C'est notamment parce qu'on sait que les réseaux évoluent et que aussi pour tout ce qui est amélioration continue de la solution, on a besoin des fois de prendre du recul et de travailler, nous, côté fraude, et aussi avec nos amis data scientists, pour essayer de voir l'évolution des patterns, des modes opératoires, et de fine-tuner, comme on dit, nos modèles de détection. Et enfin, un petit mot sur les indicateurs de réussite. Donc, on a vu qu'il y a une partie technique, c'est une solution plutôt technique, déjà de bout en bout. On a comme indicateur des pourcentages d'utilisation de CPU notamment. On peut parler aussi de disponibilité de la solution, de support. Et d'un point de vue métier, on va très vite compter les succès déjà en alerte. On va compter les faux positifs, comme on aime bien les suivre. Mais surtout, les nombres et les montants des fraudes qu'on va détecter. On va découvrir de la nouvelle fraude et on en détecte déjà aujourd'hui grâce à cette solution.
Et aussi la même chose sur la fraude évitée. Donc c'est là où le ROI est tout à fait parlant. On évite, on va compter les montants et les nombres de fraudes évitées. Et enfin, comme on sait que quand on développe une solution et qu'on passe en production, je pense il faut surtout ne pas oublier les utilisateurs finaux. Donc on va très vite suivre le nombre d'utilisateurs par mois, donc voir que la solution est toujours bien utilisée dans notre entreprise. Et pareil, pourquoi pas vérifier notamment le nombre de visualisations, comme on en a vu là pendant la démo, qui sont générées ou qui sont partagées en interne, ce qui nous permet d'être confiants sur les gains de cette solution de détection de fraude. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère vous avoir convaincu déjà de l'intérêt des graphes pour la détection de fraude et que la démonstration vous a plu. Sachez donc que cet outil technologique est non seulement très puissant, mais en plus innovant. On l'a vu rapidement, mais on pourra en reparler. C'est aussi une très bonne porte ouverte sur des innovations autour des domaines d'IA, qui sont un accélérateur de performance sur tout ce qui va être application IA générative. Et grâce à Neo4j, ces nouveaux sujets d'innovation sont à portée de main et on est très bien accompagné avec eux. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous êtes intéressé sur ces sujets. Donc voilà, merci. Maintenant, on a une petite session de questions-réponses, si vous en avez. On répondra avec plaisir avec Fabien. Merci. Merci. N'hésitez pas, la première, c'est toujours la plus compliquée à poser. Merci beaucoup. Merci pour le talk. Vous parlez de fraude évitée, ça veut dire que vous avez un scoring. Comment vous le calculez? En fait, on a des outils de scoring qui sont avec plusieurs approches. On a des outils traditionnels avec des règles, notamment ce qu'on appelle des discrete data analysis, donc des moteurs de règles. Et cette solution BaseGraph va venir en supplément, c'est-à-dire derrière vérifier le scoring. Et concrètement, comment ça se traduit sur nos parcours, c'est tout simplement un score qui nous dit oui ou non est-ce qu'on accepte ce client en temps réel et basé sur plusieurs faisceaux d'indices sur tous nos outils décisionnels. D'accord, donc la base Neo4j, vous l'utilisez comme entrant ou en parallèle? Parce que là, c'est pas très clair. Là. On l'utilise en superposition de nos outils classiques, donc c'est pas en entrant. Mais par contre, on exploite le score généré par Neo4j dans d'autres scores pour faire de l'amélioration continue. D'accord. Merci. Voilà. Bonjour, merci pour le talk. Vu que ça fonctionne avec des relations entre les différents nœuds, plus vous avez de fraudeurs dans votre graphe, plus votre détection va être précise. Comment vous garantissez la quantité de fraude que vous avez dans votre graphe de base pour que justement, si vous avez 0 fraudeur dans votre graphe, il ne sert à rien. Oui. Comment vous garantissez le fait C'est une bonne question. Alors déjà, il y a quelque chose, il faut qu'on soit qu'on ait beaucoup d'humilité là-dessus. On ne connaît pas toute la fraude qui nous arrive, ça c'est une certitude. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on en découvre de plus en plus. Et on a dit en introduction d'ailleurs que le contexte fait qu'en termes de volumétrie, il y en a aussi un plus grand nombre qui vient chaque année. Donc nous, l'objectif, c'est déjà d'étendre le champ des fraudes détectées. Ça, c'est déjà possible grâce à Neo4j. Et enfin, sur le côté, est-ce qu'à force d'accumuler des fraudes, je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais est-ce qu'on n'en a pas trop ou est-ce que ça biaise pas un peu nos modèles? Nous, l'intérêt, c'est d'avoir déjà une approche qui est très empirique. On va apprendre sur une fenêtre glissante qui est mobile. Donc bien sûr, nos modèles doivent s'adapter au mode opératoire des fraudeurs qui eux aussi s'adaptent et surtout ils ne nous attendent pas pour commencer à innover. On l'a vu là sur les sujets IA notamment, tout ce qui est deepfake et autres. Et donc plus techniquement, on va surtout opérer de ce qu'on appelle des modèles de machine learning à terme qui vont venir commencer à faire des entraînements sur des datasets qu'on va pouvoir partitionner. Et en termes de fraude, c'est aussi un des avantages de Floa qui a des parcours très, très fluides et très sympas pour nos clients, mais on a aussi pas mal d'attaques de fraude, donc ça nous laisse pas mal de matière. Si vous voulez, on ne manque pas de travail là-dessus. Merci. Il y a une question tout au fond. Oui.
Merci beaucoup pour ce talk. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce qui a guidé votre choix vers Neo4j. Est-ce qu'à la base, vous saviez déjà que ça allait répondre à votre problématique ou vous vous êtes dit, on va essayer et puis on verra ce que ça donne? C'est une bonne question. Alors, Neo4j n'est pas le seul fournisseur de base graph sur Terre, ça c'est certain. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans l'expression de besoin, on a sollicité plusieurs fournisseurs potentiels. Il se trouve que Neo4j était parmi les candidats. Neo4j a aussi été un des premiers à nous proposer un POC qui a permis de valider sur un cas pratique de données à froid la plus-value qu'on détectait à travers la solution. Donc là-dessus, c'est vraiment une approche, comme on disait, plutôt empirique et surtout très objective avec des données qui sont nos données de production mais uniquement mises à froid. Et on a pu très vite voir la plus-value de Neo4j. Et quand on voit aujourd'hui que, par exemple, récemment, le langage Cypher a été accepté comme un langage ISO, un peu comme le SQL il y a quelques dizaines d'années. On sait que c'est plutôt une technologie d'avenir et on le voit dans différents rapports et aussi dans les clients de Neo4j. Donc là-dessus, si vous voulez, on ne regrette pas du tout notre choix et c'est surtout aussi une histoire de POC qui a été très satisfaisant en termes de plus-value détectée. Si vous voulez d'autres cas d'usage, n'hésitez pas à vous rapprocher de Neo4j. D'accord. Si j'ai le temps, une deuxième petite question, c'est alors le résultat de la prédiction. Est-ce que vous considérez que c'est le résultat final, ou bien il y a quand même une intervention humaine derrière pour valider en fait le résultat de cette prédiction-là? Alors nous, par défaut, on est plutôt très conservateur sur nos chiffres fraude et on va toujours avoir à cœur de pouvoir répondre des fraudes qu'on détecte. Donc si vous voulez, les fraudes comptop qu'on détecte au sein de la banque, elles sont toujours vues par des humaines, enfin par une équipe humaine. Là-dessus, on garde l'humain au centre de la détection. Par contre, ce qu'on fait mieux et qu'on fait beaucoup mieux grâce à Neo4j, c'est d'étendre le champ des détections. Et quand on va commencer à faire de la prédiction, notamment ce qu'on disait sur la partie machine learning, on va toujours avoir un double étiquetage qui sera fraude détectée Neo4j, donc automatiquement, vs fraude détectée humaine. Et le but étant de faire converger les deux pour commencer à soulager de plus en plus des équipes métiers qui ne sont pas dimensionnées humainement pour traiter des flux exponentiels en termes de volumétrie. Donc on garde le double étiquetage pour répondre à la question. D'accord, merci. D'abord, merci. Est-ce que vous avez pensé à une généralisation de votre modèle à des usages en dehors de la fraude bancaire, à la détection de fraude de manière générale, puisque c'est un domaine pas simple, vu que les événements sont statistiquement rares. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose au sein de Floa, puisque Neo4j est très pratique, mais quand on voit, comme on disait, quand on met ses lunettes pour voir des graphes, on va en voir partout, sur tous les sujets. On peut en parler notamment sur des sujets sécurité. Vous parliez là de fraude, quelle qu'elle soit. Nous, ici, on déploie une solution sur la fraude externe, mais on peut très bien imaginer une solution sur la fraude interne. Notamment, je sais qu'il y a des use cases sur des applications Neo4j, par exemple sur une cartographie applicative, ou sur des domaines sécurité système d'information. Donc c'est tout à fait possible. La question est à chaque fois de savoir, nous en termes d'effectifs, qu'est-ce qu'on peut allouer comme ressources, vs quels sont les ROI espérés sur un déploiement de solutions graph sur tel use case. Donc oui, pour répondre à la question, on l'envisage très fortement. La question est surtout de commencer à prioriser quels seront les premiers candidats sur lesquels déployer de nouvelles solutions. C'est en cours en ce moment, côté Floa. Et côté groupe BNP, bien sûr. Oui. Merci pour le talk. Une question un peu différente. Faire l'application, le code qu'il y a derrière, c'est purement technique. Connaître ce qu'est la fraude, comment on la définit, c'est purement métier, on va dire. Et au milieu, il y a ce que vous avez créé. Et est-ce que vous êtes plutôt dans une approche où on donne un nouvel outil au métier qui doit être sensibilisé à ce qu'est la data et il vient faire un petit peu le bac à sable avec ses connaissances, ou plutôt on a des experts de la data qui connaissent pas trop le métier et qu'on forme tout doucement, que la frontière elle peut être floue et il y a les deux approches. Et vous faites comment du coup peut-être les deux aussi? Oui, alors là-dessus je peux répondre puisqu'on est directement concerné côté fraude. En fait, Floa, au départ, on est plutôt une organisation de taille petite, voire moyenne, ce qui fait que nos services
informatique, métier et data. On a un service data dédié et aussi des équipes data science. Elles sont en équipes séparées, mais par contre, entre guillemets, les mondes ne sont pas cloisonnés. Et nous, ce qu'on a à cœur aussi dans le projet Neolink, c'est de créer une continuité entre toutes les équipes pour pas qu'on fonctionne de manière en tunnel siloté et qu'on ait une expertise qui commence à se partager. On n'est pas tous, moi-même qui suis du métier, je ne suis pas expert en développement Cypher, ni expert data science. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir communiquer et se comprendre les uns les autres, et surtout de partager nos enjeux. Étant donné que c'est une solution plutôt lutte contre la fraude, nous, naturellement, le métier de la fraude, on s'intéresse by design, j'ai envie de dire, au métier de la data. Et c'est vrai qu'il nous manque quelques compétences IT, donc c'est pour ça qu'on fait appel à nos équipes qui sont expertes en la matière. Et donc pour répondre, en fait, le but c'est plutôt d'avoir une continuité au sein des services pour pouvoir faire fonctionner la solution de bout en bout, tout en toujours récupérant les bonnes idées de chaque équipe qui sont rassemblées au sein du projet. Merci. Merci pour tout. On va s'arrêter là. On a déjà dépassé d'1 minute, mais on n'est pas loin si jamais vous avez d'autres Merci. questions.